Bonjour à tous et à toutes. Plaisir de reconnaître pas mal de visages. Donc, une grande joie que je suis ici aujourd'hui. Je voulais aussi vous remercier personnellement, Grégoire, parce que ce malin est présent aussi. Et évidemment, les remerciements vont vers vous aussi, parce que c'est une belle association que vous avez créée il y a quelques années. Et en tant que médecin, en tant que neurologue, pour des patients qui ont une maladie de Parkinson, c'est vraiment quelque chose qui, j'ai coutume de dire, ça ajoute à l'arsenal thérapeutique qu'on peut proposer à nos patients. Je reconnais certains de mes patients ici, je pense qu'ils ne me démentiront pas. Et c'est quelque chose qui manque, en l'occurrence, dans beaucoup d'autres pathologies. Et donc, pour ça, vraiment, merci à tous les deux, parce que ce que vous faites est exceptionnel. Merci. Alors, le sujet du jour, bouger pour un meilleur avenir. Mais si vous avez lu ce qu'il y avait écrit en dessous, il y avait également la question des nouveautés thérapeutiques. Il y a vraiment deux sujets en un, si je puis dire, aujourd'hui. Les bienfaits du mouvement au sens large dans la maladie de Parkinson, et puis une question sur les perspectives thérapeutiques. Mme Grégoire nous l'a rappelé, ça bouge beaucoup. À l'occasion de la journée mondiale du Parkinson la semaine dernière, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler de l'une ou l'autre perspective qui viennent d'être publiées. On va y revenir dans la seconde partie de l'exposé. Alors, les bienfaits du mouvement dans la maladie de Parkinson, on va commencer avec le mouvement avec l'activité physique. Mme Grégoire l'a rappelé, j'avais eu la joie, l'honneur d'être un des premiers, j'ai appris le premier, je ne savais même pas, orateur il y a 5 ans, près de 5 ans en 2019, et j'étais déjà venu exposer toute une série de choses qui permettaient, c'était le sujet du jour à l'époque, dites-nous docteur, que faire pour vivre au mieux avec la maladie de Parkinson à chaque stade de son évolution. Et sur une ou l'autre diapositive, qui sont ni plus ni moins que les mêmes il y a 5 ans, vous voyez que je commençais à l'époque par les bienfaits de l'activité physique. On a eu l'occasion de discuter d'autres points sur le sommeil, l'alimentation, les traitements, mais l'activité physique était déjà en belle place puisqu'elle occupait la première place des choses importantes à prendre en considération. J'avais à l'époque posé une question, c'est la même, celles et ceux qui étaient présents s'en souviennent peut-être, question facile, sans aucun piège, qui était, selon vous, de savoir quelle était la menace la plus importante pour l'espèce humaine. Prédateur, animalier, quel qu'il soit, imaginez ça par un requin, il y en a d'autres, la pollution et l'impact sur le réchauffement climatique, ou ce que nous, médecins, nous appelons le syndrome de la chaise. Alors, on est tous assis pour cause, puisqu'il y a un exposé. Je pense que vous devinez tous quel est l'ennemi numéro 1, c'est la chaise, c'est la sédentarité. La sédentarité, le manque d'activité physique, Parkinson ou pas, je le redis, Parkinson ou pas, est véritablement un problème pour la santé de chaque individu. C'est associé, vous le savez sans doute aussi, à un risque accru de maladies vasculaires, cardiaques, cérébrales, et j'en passe. Donc il est impératif de garder une activité physique régulière. Je pense que ça, c'est une des diapositives préférées de Mme Grégoire. Les 3 mots les plus importants dans la maladie de Parkinson, c'est bouger, bouger, bouger. Le mouvement, c'est un traitement. Parce que bouger, évidemment, tout à chacun, ça va faire du bien. À tout âge, on se sent bien après un exercice d'activité physique. Et quand on a une maladie de Parkinson, encore plus. Mais au-delà de cette sensation de bien-être, on a un impact thérapeutique. Donc il faut vraiment considérer l'activité physique en tant que patient comme un traitement, au même titre que les médicaments qui vous sont prescrits, la kinésithérapie et d'autres soins le cas échéant. Comment peut-on bouger? On peut bouger de 36 manières, si je puis dire. Il y a différents types d'activités physiques, des plus simples aux plus élaborées. Ce qui est important, c'est de bouger pour éviter quelque chose qui fait partie finalement de l'évolution de l'espèce humaine, et c'est plutôt pas une bonne chose, un retour, que j'ai essayé d'imager avec une illustration que j'ai trouvée sur Internet, un retour à un état extrêmement ancestral. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'être humain a un lointain ancêtre primate qui se déplaçait à 4 pattes, et puis il y a déjà des millions d'années, cet ancêtre s'est relevé, est devenu bipède, a marché uniquement sur ses 2 pieds, sur ses 2 membres inférieurs, et la libération des mains a participé
à l'utilisation des premiers outils, ce qui a été un impact majeur dans le développement du cerveau. Et au-delà de cette particularité, l'activité physique, a commencé par la marche ou la course, est véritablement une particularité de l'espèce humaine. T'as d'autres animaux qui courent, qui bougent, et qui courent plus vite que nous, ça c'est certain, mais une des particularités de l'espèce humaine, c'est sa capacité d'endurance. Sur un 100 mètres, même Usain Bolt à la belle époque sera battu par un guépard, un lévrier, des tas d'autres animaux. Mais s'il s'agit de courir 3 heures, 4 heures, ou de marcher sur une durée pareille, il n'y a pas un animal qui nous arrive à la cheville. C'était d'ailleurs une technique de chasse chez nos ancêtres. On appelait ça la chasse à l'étouffée. Les hommes et les femmes partaient cibler une proie et lui couraient, lui marchaient littéralement en permanence derrière elle. Et au bout de 3, 4, 5 heures, la pauvre bête, si je puis dire, était littéralement sans énergie, plus aucune endurance. Évidemment, nos ancêtres en profitaient pour en faire une proie et pouvoir s'alimenter. Et qu'est-ce qu'on observe depuis peut-être 40, 50 ans? C'est que dans nos sociétés modernes, on retourne vers une situation, alors qui n'est pas celle du temps où nous étions à 4 pattes, mais où, vous voyez l'image, on est vers une situation de danger potentiel parce qu'en restant assis trop souvent, assis ou couché, mais ne fût-ce qu'assis, notre corps humain fonctionne moins bien. Parkinson ou pas, mais en cas de maladie de Parkinson, c'est malheureusement encore plus caricatural. Donc ça, c'est vraiment un message important. L'activité physique, ça fait partie de notre constitution génétique, de notre métabolisme en tant que tel. L'être humain est fait pour bouger. Et s'il bouge, il fonctionne mieux. Ça, c'est vraiment un prérequis à vraiment avoir en tête pour comprendre la suite. Pourquoi c'est si important de bouger? Parce que quand on bouge, sans rentrer trop dans les détails, mais on va activer au sein de nos cellules, on va commencer par nos cellules musculaires, dans les muscles de nos jambes, de nos bras, on va activer nos petites centrales énergétiques que sont les mitochondries. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ces mitochondries. On peut les comparer à des centrales énergétiques. C'est elles qui donnent l'énergie aux cellules pour réaliser, pour un muscle, des contractions musculaires et nous permettre de bouger. Mais ces mitochondries, plus on les active, plus elles fonctionnent bien. C'est finalement le principe de l'endurance. Plus on fait du sport, plus on est performant. C'est comme une voiture, vous la laissez 6 mois au garage, sans la démarrer, sans l'activer, sans la faire bouger. Vous savez bien qu'il y a fort à parier que le premier allumage risque d'être compliqué. Bien, c'est pareil. Pour que notre corps dans son ensemble, notre cœur, nos vaisseaux, mais aussi notre cerveau, l'illustration ici vous montre un neurone et ses connexions cérébrales, le corps humain fonctionnera mieux grâce à cette activité qui a un substrat finalement métabolique énergétique. Alors une question qui est tout de suite posée spécifiquement dans la maladie de Parkinson, une question à laquelle on n'avait pas de réponse il y a 5 ans quand j'étais venu. Là vous verrez qu'aujourd'hui on a une réponse partielle mais très intéressante, et de se dire, est-ce qu'en plus, en cas de maladie de Parkinson, l'activité physique a un effet, ce que nous appelons neuroprotecteur, parce que cela protège nos neurones. La maladie étant malheureusement neurodégénérative, une perte de neurones s'observe au fil du temps, est-ce qu'on peut freiner cette évolution défavorable? Question qui était posée, auquel on n'avait pas de réponse il y a quelques années, j'y reviendrai dans quelques minutes. Ce qui était déjà bien connu et qui l'est toujours, c'est que dans tous les cas, l'activité physique, parmi d'autres choses, augmente la quantité de dopamine. Je pense que personne ici qui n'a jamais entendu le mot dopamine, vous savez tous ce que c'est bien évidemment. Et donc vous pouvez imaginer aisément que si la quantité de dopamine, grâce à l'activité physique, augmente dans le cerveau, les symptômes de la maladie de Parkinson, qui sont justement dus à un manque de dopamine, ne peuvent qu'évoluer favorablement. Alors on revient en 2024, et pour préparer cet exposé, j'ai utilisé ce qui est vraiment une bible pour nous médecins, bibliographiques dans la littérature médicale. Il y en a d'autres, il y a des façons, PubMed. Et en tapant en anglais activité physique Parkinson, vous voyez que j'obtiens 5837 résultats. J'ai fait cette recherche il y a quelques semaines. Ça se trouve, on refait aujourd'hui, on serait à 6000 ou
pas loin. Donc, ça veut dire qu'il y a eu près de 6000 études scientifiques qui ont étudié la question d'activité physique dans la maladie de Parkinson. On ne peut pas dire qu'on est en terrain inconnu par rapport aux connaissances que l'on communique. Et sur ces près de 6000 études, un bon millier étaient ce que nous appelons des méta-analyses ou des revues systématiques. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un peu 36 types d'études. Vous allez trouver dans la littérature des études qui ont porté sur 2 patients, et puis vous allez trouver des études qui ont porté sur 10 000 patients, avec des rigueurs scientifiques et méthodologiques différentes. Donc il y a un peu à boire et à manger aussi, en sciences et en médecine. L'intérêt des méta-analyses ou des revues systématiques, c'est qu'elles analysent des études sérieuses, des études avec une rigueur scientifique, une rigueur méthodologique. Et parmi toutes ces études les plus intéressantes, j'en ai retenu une, qui est pour nous, médecins, un peu Graal. Quand on a une revue qui a été faite par ce qu'on appelle la Cochrane, qui est un réseau international tout à fait indépendant de scientifiques, de médecins, basé en Écosse, qui n'est pas financé par l'industrie pharmaceutique, qui n'a pas l'intérêt de près ou de loin des médecins, des scientifiques qui vont faire l'étude d'éventuels conflits d'intérêts financiers. Et il y a eu spécifiquement une étude de la Cochrane sur l'activité physique dans la maladie de Parkinson. Ça paraît peut-être anodin pour tout un chacun, mais en fait c'est énorme, parce qu'il y a des tas de choses en médecine, en neurologie ou ailleurs, où on n'a pas de revue de la Cochrane. Donc avoir une revue de la Cochrane pour cette question spécifique, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant. Ça souligne la validité de ce qui va être communiqué. Et donc la question a été posée spécifiquement de l'intérêt de l'activité physique pour les patients présentant une maladie de Parkinson. Et vous voyez que l'étude est sérieuse, ceux qui souhaitent y accéder. Il y a 358 pages d'analyse. Donc ce n'est pas une petite analyse dont on parle. Et une des chercheuses a communiqué en résumé, des choses que vous savez déjà, mais c'est bien de l'entendre d'éminents spécialistes, que les résultats étaient positifs et donc de très bonnes nouvelles, car ils indiquaient, confirmaient finalement, que l'activité physique ne peut être que bénéfique de différentes manières pour les patients Parkinson. Quand on regarde en détail cette étude, l'étude a pris en charge, en compte toute une série, vous allez voir tout de suite, de différents types d'activités physiques. Alors, la liste n'était pas exhaustive. Par exemple, la boxe, réalisée ici, n'a pas pu être étudiée dans cette revue, par manque d'études suffisamment rigoureuses. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il n'y a pas d'éléments sur la boxe, je la boxe par exemple, ça pourrait être le Kijong ou d'autres choses, ça ne veut pas dire que c'est inutile, ça veut dire qu'on manque de données robustes, très valides. Mais pour toute une série de choses, vous allez voir, tous les types d'exercices qui ont été pris en compte ont démontré un bénéfice clair, tant sur ce que nous appelons les signes moteurs, la capacité de mouvement au sens large du patient, leur faculté de marche et de mouvement, et sur la qualité de vie qui est évidemment impactée en partie justement par les signes moteurs, mais par d'autres éléments imputables à la maladie, que peut-être des troubles du sommeil, des troubles anxieux, et j'en passe. Eh bien, l'activité physique est bénéfique sur les signes moteurs et sur la qualité. Ça, c'est bien, mais si on est honnête, il faut aussi s'intéresser toujours au potentiel risque d'un traitement au sens large. Quand on étudie un nouveau médicament, on étudie aussi les risques, les effets secondaires, la toxicité. Il faut se poser cette question-là pour l'activité physique. L'activité physique comporte des risques, Parkinson ou pas. Si je pars au sport d'hiver une semaine, je peux revenir avec des déchirure du ligament croisé du genou. Si je fais du foot, je peux me tordre la cheville. Des choses élémentaires, mais il faut quand même les rappeler. Et donc la question qu'on se pose, c'est est-ce que l'activité physique majore ces risques post-traumatiques en particulier? Eh bien, cette même étude ne le démontre pas. Il n'y a aucune preuve évidente d'un sur-risque. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Le risque zéro n'existe pas. Mais le fait de faire l'activité physique quand on a une maladie de Parkinson, quand on regarde à large échelle sur un ensemble de patients, n'augmente pas le risque, en particulier le risque numéro 1, qui est évidemment le risque de chute et de conséquences post-traumatiques. Donc ça, c'est aussi une très bonne nouvelle et qui doit rassurer les patients. Alors bien évidemment, il faut tenir compte du risque encouru en fonction de la maladie d'un patient et du type d'exercice physique souhaité. Tout ne sera pas évidemment possible pour tout un chacun, vous le savez.
mais en étant dans un ciblage adapté, il y a des conseils professionnels, kinés, médecins, on sait qu'on n'augmente pas ce risque que du contraire. Alors si on se concentre sur l'impact moteur de la maladie de Parkinson, mouvement, la capacité de mouvement au sens large, là je vais être un tout petit peu plus technique, mais c'est important pour comprendre les données scientifiques issues, parce que j'ai voulu expressément être le plus précis possible. Il faut vraiment avoir des données scientifiques valables, c'est aussi mon rôle en tant que médecin. Il y a ce qui se passe en consultation avec mes collègues, avec moi, mais là j'ai mis ma casquette scientifique. Et pour évaluer l'impact moteur de modalités de traitement, dont l'activité physique de la maladie de Parkinson, en recherche, dans les études, on utilise une échelle que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est ce que nous appelons l'UPDRS. L'UPDRS, je vais y revenir tout de suite, c'est une échelle qui permet de scorer, de déterminer, suivant la présence de l'un ou l'autre symptôme, tremblement, raideur, lenteur, il y en a d'autres, de préciser leur importance, léger, modéré, sévère, etc. Et donc de quantifier de manière numérique l'importance des signes moteurs de la maladie. Alors, en sachant tout de suite que, vous le savez mieux que moi, ces choses peuvent fluctuer d'un moment à l'autre de la journée, puisqu'il y a des moments où on peut être mieux, des moments où on peut être moins bien. On va regarder dans les études ce qu'on appelle l'UPDRS moyen, qui est calculé sur un ensemble de données, et on fait la moyenne. Et gardez à l'esprit, je vais le répéter plusieurs fois, mais c'est pour bien comprendre les résultats qui vont suivre, plus cette UPDRS est élevée, plus la valeur est élevée, donc 10, 20, 30, 40, 50, etc., plus la maladie malheureusement est marquée, plus l'impact des symptômes sont prononcés. Et au contraire, évidemment, plus l'UPDRS est bas, plus il diminue, mieux c'est. Quand on voit qu'un traitement a un impact négatif sur l'UPDRS, il faut avoir cette petite souplesse d'esprit de se dire quand l'UPDRS diminue, c'est bon. Ok, mais ça, je vais vous le répéter à plusieurs reprises. Alors, on ne va pas s'attarder sur ça, mais ça vous montre ce que c'est l'UPDRS dans ses détails. Il y a toute une série d'évaluations, toute une série de signes cliniques, qui peut cacher, mais ce n'est pas très très grave. Et cette partie-ci, que vous allez retrouver ici en gros plan, c'est la partie qui est quand même la plus importante, puisqu'elle a trait à l'examen moteur. Et vous voyez, vous retrouvez des éléments que j'ai cités à l'instant, tremblement, rigidité, mouvement alternatif, agilité, posture, etc. Et on va à chaque fois quantifier 0, 1, 2, 3, 4, l'importance du symptôme s'il est présent. Il n'est pas présent, aucun trouble de la parole, on donnera 0. Impact au niveau de l'expressivité du visage, on va la quantifier, elle est légère 1, modérée 2, importante 3, etc. Et on peut comme ça quantifier, faire une somme pour la partie 3, vous voyez en chiffres romains de l'UPDRS, et arriver à un score qui varie entre 0, si on n'a que des 0, à maximum, en théorie, 50. L'UPDRS total, forcément, il inclut d'autres évaluations à des chiffres plus élevés. Mais en définitive, on se concentre surtout sur la question motrice. Le but ici est d'évaluer l'impact de l'activité physique sur les signes moteurs. Et donc, vous avez un ordre de grandeur entre 0 à 52. 0, tout va bien. 52, c'est tout l'inverse, malheureusement. Et donc, avec la maladie, vous l'avez compris, malheureusement, l'UPDRS aura tendance à monter puisque les symptômes vont se marquer et qu'un traitement favorable, cet UPDRS, lorsqu'on l'évalue, va diminuer. Alors, j'ai essayé de donner des exemples d'amélioration de l'UPDRS. C'est des exemples assez abstraits. Essayer de les rendre les plus concrets possibles, mais c'est pour vous donner une idée de à quoi ça correspond quand on a par exemple un UPDRS chez un patient qui diminue de 2 points. Donc, vous l'avez retenu, un UPDRS qui diminue, c'est bon. Bien, c'est par exemple 2 symptômes légers qui étaient présents qui disparaissent. C'est pas anodin. Ou bien un symptôme qui persiste mais qui diminue malgré tout significativement. 2 points, c'est 2 points. 10 points, c'est évidemment beaucoup plus significatif. Et là, sans entrer dans les détails, ça peut correspondre à toute une série d'associations. À nouveau, certains symptômes qui disparaissent ou d'autres qui diminuent sensiblement. Donc évidemment, plus la perte, il y a un petit moins devant le nombre, est élevée sur une PDRS, plus le patient, plus vous améliorez. Alors, quand on regarde, je reviens sur cette fameuse revue Cochrane de la littérature, l'impact moteur de l'activité physique, eh bien, toutes les activités physiques qui ont été évaluées ont un impact, je ne rentre pas dans les détails des analyses statistiques complexes,
pouvoir donner des chiffres plus concrets pour vous tout de suite, mais toutes les activités physiques évaluées ont un impact favorable, absolument toutes. Dans des proportions différentes, vous aurez peut-être vu que la danse, parmi les techniques qui ont été évaluées, est la plus favorable au niveau de l'impact moteur. J'ai été aussi surpris, j'apprends des choses quand je fais ce genre d'exercice, de voir que les exercices en milieu aquatique sont aussi bénéfiques. Évidemment, il pose des questions de logistique, d'organisation pratique pour tout un chacun. Mais ce qu'il faut retenir, sans aller dans les détails, c'est que toutes les activités physiques évaluées étaient clairement favorables. Je ne m'attarde pas parce que les résultats sont les mêmes sur la qualité de vie. La qualité de vie est sensiblement améliorée par l'ensemble des activités physiques évaluées. Et également l'équilibre. Et ça, c'est quand même fichtrement important parce que l'équilibre, c'est quelque chose que j'ai l'occasion de répéter régulièrement en consultation avec mes patients. L'équilibre est un des symptômes de la maladie qui répond proportionnellement très peu, voire pas, aux médicaments. Vous savez sans doute que vos symptômes par rapport à vos médicaments, mais il y a une certaine proportionnalité, des symptômes qui répondent mieux que d'autres. Et l'équilibre, c'est l'inverse. L'équilibre, proportionnellement, est un élément qui répond moins bien au traitement. Mais il répond très bien à la stimulation physique, à l'activité physique. Évidemment, avec des activités qui vont être ciblées sur l'exercice. Alors, si on s'attarde sur quelques types d'exercices, la danse, les exercices en milieu aquatique, les exercices spécifiques sur l'équilibre, ce qu'on appelle du multidomaine, qui est des exercices où, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu, par exemple, ce sont des panneaux avec des lumières qui s'allument, et vous devez pousser sur des boutons pressoirs lorsqu'il y a une lumière verte, par exemple, mais pas appuyer lorsqu'il y a une lumière rouge. Donc, il y a un travail cognitif qui se fait en même temps. Ça, c'est ce qu'on appelle du multi-domaine. Il y a d'autres types d'exercices comme l'endurance. Eh bien, regardez en moyenne, ce sont les moyennes. L'UPDRS, avec la danse, en tout cas dans cette étude, c'est ce qui était le plus notable, une perte en moyenne de 10 points. Les plus chanceux perdaient même 15 points. Ça, c'est véritablement une amélioration très nette pour le patient dans son quotidien. Je rappelle ici, je l'avais dit tout à l'heure, c'est pas parce que vous ne voyez pas un autre sport auquel vous êtes peut-être plus adepte de pratiquer qui n'y figure pas, qu'il n'y a pas d'effet. C'est que cette étude s'est ciblée sur certains exercices physiques. Et donc j'ai remis ici la partie de l'évaluation de l'examen moteur de ce fameux UPDRS. Et donc quelqu'un qui perdrait 10 points grâce à la danse, qui avait un UPDRS discret à modéré de 13, il va passer à 3, avec un exercice plus ciblé sur l'équilibre, il va perdre 7 points, il va passer à 6. Eh bien, on les a, nos fameux 50% d'impact thérapeutique, voire même, pour des patients certes moins touchés que d'autres, jusqu'à 75% d'amélioration. Donc c'est remarquable. Il n'y a pas de médicament ou presque aussi efficace, en tout cas sur la durée pour l'activité physique. Alors c'est vrai qu'un patient qui sera plus loin dans sa maladie, plus touché par le niveau de symptômes, j'ai pris un exemple d'un UPDRS de 26, vous imaginez une somme de moyenne de 2, D1, D3, D2, etc. Mais perdre entre 7 à 10 points, c'est quand même aussi une amélioration significative à la grosse louche, 25, 30, 40%. Ça, c'est pas quelque chose qu'on peut négliger. Quand il faut faire beaucoup d'efforts pour gagner 3%, ça se discute. Mais faire des efforts qui peuvent faire du bien au moral pour gagner 25, 50, 75%, je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir. Alors je quitte la revue Cochrane et je vous parle brièvement d'une autre étude qui a été menée par la Fondation Parkinson aux États-Unis et qui a étudié sur en moyenne 12 ans plus de 13 000 patients, une majorité de patients américains, il y a eu quelques patients européens. Cette étude a été publiée en mai 2020. C'était quelques mois après mon passage à l'action Parkinson. Et parmi plein de choses qui confirment ce que je viens de vous rappeler sur les bienfaits de l'activité physique, il y a un point très intéressant qui ressort de cette analyse, c'est que si un patient parkinsonien réalise un minimum de 2h30 d'activité physique par semaine, chez la majorité des patients, pas chez tous malheureusement, mais chez une majorité, on freine l'évolution de la maladie. Ça, c'est quand même aussi quelque chose d'extrêmement positif et encourageant. Alors, je vous ai remis mon petit neurone et mon petit point d'interrogation. Je vous ai promis que j'y reviendrai. Le point d'interrogation, on peut l'enlever, puisque maintenant, on sait
sur base de cette étude, ce n'est pas une petite étude, sur 25 patients, 13 000 patients, on peut dire que là, scientifiquement parlant, on a quelque chose de robuste. Chez une majorité de patients, l'activité physique concourt à freiner l'évolution de la maladie. Alors, quel type d'activité physique? On a parlé avec d'autres études, on a évoqué la danse, l'exercice d'équilibre. Ce que la Fondation Parkinson suggère, c'est d'essayer d'alterner, je pense que c'est ce qui est veillé ici à Action Parkinson à faire, 4 types d'activités physiques. Je vais détailler tout de suite. Ce qu'on appelle de l'activité aérobie, de la musculation, du renforcement musculaire, des exercices d'équilibre, c'est très important, vous le savez, et aussi de l'étirement, vu la raideur, la rigidité causée par le. Alors, l'activité aérobie, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une forme d'endurance. Et c'est typiquement des exercices que vous allez trouver via la marche rapide, en particulier la marche nordique, le vélo, la natation, quelque part la gym, mais sans monter trop dans les tours, en cardio. Il y a différents types d'exercices. Eh bien, ce qui est recommandé par la Fondation Parkinson aux États-Unis, au moins 3 fois par semaine, au moins 30 minutes d'activité aérobie. Marche rapide, entre guillemets, c'est quoi une marche rapide? C'est une marche, vous essayez de marcher rapidement, ça paraît logique, mais où vous pouvez encore parler à haute voix, avec votre voisin qui vous accompagne, tout seul. Si vous êtes seul, le ridicule n'a jamais tué personne. Et pour voir si vous êtes toujours à l'aise. Si vous parlez, tu sais, ça va pas. Ça, c'est déjà trop rapide. Il faut pouvoir tenir une discussion. On ne peut pas parler non plus en permanence. Vous avez le droit de temps en temps d'écouter l'autre et de vous reposer. C'est un baromètre intéressant parce qu'évidemment, chacun marche à une vitesse différente, naturellement. Parkinson ou pas. Alors, deuxième type d'exercice, du renforcement musculaire. 2 à 3 fois par semaine, idéalement aussi à chaque fois 30 minutes, avec typiquement, ça je pense que vos kinés, voire vos coachs, ça vient, on va travailler différents types de groupes musculaires, une séance on se concentre peut-être sur les membres inférieurs, une autre fois sur les muscles profonds de l'abdomen, des exercices comme on voit avec le pilates ou qui s'apparentent à ce type d'exercice, avec des séries de répétitions, dizaines, quinzaines, du repos. Le renforcement musculaire ne va pas sans le repos, on ne fait pas 30 minutes de renforcement musculaire en faisant de la fonte sans s'arrêter, ça c'est pas possible, on va se faire mal. On va aussi, au cours de cette semaine, travailler l'équilibre, l'agilité, aussi idéalement 2-3 fois par semaine, donc forcément il y a des jours où ça se chevauche, il y a des jours où on fait un ou deux types d'exercices, et quand même un petit peu tous les jours. Alors ça, quand je dis parfois à mes patients, vous voyez avec le kiné, quand vous travaillez l'équilibre, qu'est-ce que vous pouvez faire par vous-même, en toute sécurité évidemment. Suivant son degré d'équilibre, c'est bon. Si le kiné vous dit ça, vous pouvez le faire tout seul à la maison, contre un mur, une barre. Vous travaillez l'équilibre en station monopodale, des choses que le kiné peut vous détailler. En faire un petit peu en plus du kiné tous les jours, 10 minutes, 15 minutes, c'est très bénéfique pour l'équilibre. Et évidemment, des exercices, des sports comme la danse, la boxe, clairement, est très important pour cette proprioception, ce sens de l'équilibre. Et puis viennent les étirements, il ne faut pas les négliger. Tout bon sportif s'étire toujours, même si dans le milieu sportif c'est un peu débattu ces dernières années. Dans la maladie de Parkinson, il n'y a pas à discuter, de par la raideur, la rigidité parkinsonienne, qui peut être importante chez certains patients. Il faut lutter contre cette raideur, et donc ce sont des exercices d'étirement actifs avec le kiné, passifs le cas échéant. Là, vous avez un petit peu, je dirais, le cocktail, si je peux le formuler ainsi, de ce que doit être une semaine type au niveau de l'activité physique. Alors, moi j'attache aussi une importance à essayer le patient, spontanément je pense que c'est quelque chose que les patients font très bien, et si on peut aussi discuter pour aider, peut-être corriger certains choix, on va privilégier le sport, ou les sports, les types d'activités qui vous plaisent. Parce que qui dit plaisir dit dopamine, qui dit dopamine dit motivation, ce sera encore plus facile. Si, je ne sais pas, la danse, pour vous, c'est exclu, il ne faut pas se penser à faire de la danse. Il faut trouver quelque chose qui vous botte. Parce qu'on aura évidemment plus de chances de continuer dans la régularité qui paye beaucoup au niveau du succès thérapeutique. Mais avec une approbation, si je puis dire, du kiné, du médecin. J'ai quelques souvenirs de patients adeptes de cyclisme depuis toujours, et puis qui, au fil du temps, avec leur maladie de Parkinson, souhaitaient
âprement continuer, malheureusement, à un moment donné, c'est plus toujours possible. Alors c'est parfois un petit peu particulier parce qu'une fois qu'on est monté sur le vélo, l'équilibre sur le vélo ne posera pas de problème. Alors à moins de rouler sur un vélodrome ou un hippodrome, il y aura de toute façon toujours un moment pour monter et pour descendre. Beaucoup de patients, ça ne posera aucun souci. Le vélo peut être tout à fait envisagé. Mais chez certains patients qui n'ont pas l'équilibre, à un moment donné, malheureusement, le vélo, en tout cas le vélo à l'extérieur, je ne parle pas d'un vélo fixe d'appartement, est quelque chose sur lequel il faudra peut-être faire un trait. C'est jamais de gaieté de cœur, mais dans ces situations-là, il faut être raisonnable, parfois pas l'idéal, pas opportun, et privilégier d'autres sports, essayer de trouver un autre type d'activité physique qui aura des bénéfices. Moi, j'ai coutume aussi de dire, j'utilise souvent cette expression, les patients présents ici ont peut-être entendu déjà la formuler, la marche nordique en particulier, mais la marche, ça reste ce qui est le plus rentable métaboliquement, physiquement. Vous vous souvenez ce que j'ai expliqué sur nos ancêtres, qui étaient des coureurs d'endurance exceptionnels, ça devait être tous des marathoniens à l'époque. La marche, c'est ce qu'il y a de plus facile, pratiquement parlant, une chose près. Alors quand il fait comme ça aujourd'hui, c'est rigolo. Quand il fait comme ça depuis 6 mois, encore moins. Mais c'est quelque chose dont les bénéfices sont plus rapides. Pour avoir les mêmes bénéfices sur la santé, Parkinson et santé au sens large, vasculaire et autres, il faut passer 2,5 à 3 fois le plus de temps sur le vélo. Donc pour avoir les bénéfices d'1 heure de marche, il faut 3 heures de vélo. Il faut pouvoir aussi appuyer ça dans son agenda, dans une organisation quotidienne. Voilà pour la première partie sur l'activité physique. Je propose peut-être de faire une petite pause pour des questions et autres points, avant de passer aux perspectives thérapeutiques.